Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce soir, la lumière désormais pour les villages de Yopé, Edji et Andokobé. Dans la préfecture de l'Avé, ils viennent de bénéficier, ces villages, du projet d'électrification rurale. Les installations ont été inaugurées sur place ce vendredi. Deuxième gros titre de l'actualité, la fièvre hémorragique Ebola. La mobilisation contre la dangereuse maladie ne faiblit pas. Elle a déjà fait, vous le savez, 1350 victimes dans la région ouest africaine. On parle de nouveau ce soir de mesures préventives. Des dispositions sanitaires ont même fait leur apparition dans certaines entreprises de la place, signe d'une peur palpable. Mais la guérison de missionnaires américains par un vaccin expérimental suscite un peu d'espoir. Enfin, cet hommage 100 ans après la Première Guerre mondiale aux victimes de la Grande Guerre à Warhala. Une rude bataille entre les Alliés et l'Allemagne avait eu lieu sur place. L'histoire de la Première Guerre mondiale revisitée donc ce soir. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Fini donc la mémoire à Yopé, Edji, Andokobé, 3 villages dans l'Avé désormais éclairés au courant électrique. Les 3 localités viennent de bénéficier du projet d'électrification rurale. Les installations ont été inaugurées ce vendredi. Le reportage, Arnaud Kidifou. Scène de joie dans ces localités pour célébrer l'avènement du courant électrique qui va sans doute opérer des changements dans ces milieux ruraux. Les centres de santé, les écoles et même les marchés qui s'allumaient sans l'électricité vont désormais accroître leurs prestations. Les lampadaires allumés au démarrage des machines ont rassuré les populations de l'effectivité du courant électrique dans leur localité. Grâce au gouvernement, nous avons l'électricité. Aujourd'hui, nous n'allons plus vivre dans l'obscurité. Tel que nous avons bénéficié de la lumière, nous souhaitons la même chose pour les autres villages qui n'en ont pas encore. Nous remercions vraiment le chef de l'État et son gouvernement pour le programme de réseau électrique que nos 3 villages ont bénéficié. Vraiment, c'est un atout pour nous en tant que natifs de la préfecture. Je sais très bien que petit à petit, les villages qui sont dans l'entente aussi vont bénéficier du réseau électrique prochainement. L'éclairage public est assuré pour l'amélioration de la sécurité et surtout le commerce pour booster le développement. L'objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations et d'augmenter le nombre de personnes et de ménages pour l'accès aux services énergétiques dans notre pays. Pour cette deuxième phase, il est prévu 39 localités, mais dans l'exécution des travaux, nous avons identifié un certain nombre et avec le volume du matériel, nous pouvons aller jusqu'à 70 localités. Dans chaque localité, les responsables du ministère des Mines et de l'Énergie ont sensibilisé les populations sur l'utilisation du courant électrique et les dangers liés à l'électrocution. Des efforts qui valent le bon classement donc pour le Togo qui vient d'être cité par la Banque mondiale comme un pays ayant un bon niveau de transparence, une reconnaissance due à ses efforts en matière de lutte contre la corruption, la transparence en matière de finances publiques, l'apport de la technologie dans la publication des données sur les dépenses publiques a été également salué par la Banque mondiale, des efforts qui sont relatés dans ce reportage de Joseph Amégan. Le Togo est en progrès en matière de la bonne gouvernance financière. Dans un récent rapport de la Country Policy and Institutional Assessment, une structure de la Banque mondiale a soutenu que le Togo a réalisé des efforts remarquables dans l'assainissement des finances publiques et la modernisation des régies financières. Les efforts du Togo en matière de lutte contre la corruption et la transparence ont commencé par porter leurs fruits, tant à l'interne, par une plus grande confiance des Togolais dans leurs institutions qu'à l'externe, avec la reconnaissance de ses partenaires. Quelques mois après les propos du représentant résident de la Banque mondiale au Togo, Assa Hervé, qui citait le Togo comme premier pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a publié les informations relatives aux dépenses publiques sur le site gouvernemental. C'est au tour du président de la Banque mondiale d'apporter une reconnaissance officielle aux efforts du gouvernement togolais
en matière de transparence. D'abord à travers un article publié sur son blog le 12 août, puis récemment en visite aux Philippines. Le président de la Banque mondiale a cité le Togo comme un pays ayant un certain niveau de transparence, étant donné que les dépenses publiques sont publiées sur le site web du gouvernement, ce qui permet à la population d'évaluer la manière avec laquelle l'argent de l'État est utilisé. Qui plus est, c'est le premier État fragile à opérer cette réforme. Le président de la Banque mondiale salue ainsi la volonté des autorités togolaises qui ont compris l'apport de la technologie dans la recherche de la transparence et la lutte contre la corruption. La situation socio-économique du Togo retrouve progressivement le sentier de l'amélioration avec des progrès qui augurent des perspectives de développement. Le pays peut donc désormais mieux concentrer ses efforts sur une perspective stratégique permettant de forger une vision ambitieuse. Pour les autorités togolaises, les réformes équivalent à une vision pour accroître les recettes de l'État, une vision pour élargir l'assiette et soulager les grandes entreprises, une vision pour faciliter les échanges et améliorer l'environnement des affaires. Cette reconnaissance du président de la Banque mondiale est plus que méritée lorsqu'on constate les efforts des plus hautes autorités togolaises dans l'assainissement des dépenses publiques. Entre autres actions phares du gouvernement togolais en matière d'assainissement des dépenses, de transparence et de lutte contre la corruption, on peut citer la mise en place du guichet unique pour le commerce extérieur pour faciliter les opérations douanières au port autonome de Lomé et la création de l'Office togolais des recettes, l'OTR, qui fusionne toutes les régies de l'État pour un meilleur contrôle. Dans la foulée, ce classement Jeune Afrique qui place en tête Republic of Togo, le site d'information de la présidence togolaise devance les meilleurs sites internet des présidences africaines. Un rang mérité selon Jeune Afrique pour la singularité, l'audace et la différence de ton de Republic of Togo. Prudence Issou. Sur une quarantaine de sites internet des présidences africaines, le Togo sort la tête haute avec la première place du classement, reconnu au site officiel togolais Republic of Togo. Classement fait par le magazine Jeune Afrique en parcourant les sites internet des présidences. C'est un processus qui a été réalisé en tenant compte de 10 critères selon le magazine. Des critères objectifs comme le multilinguisme, le lien avec les réseaux sociaux, l'existence d'une application mobile et d'autres plus subjectifs tels que l'esthétisme et la facilité de navigation. D'un pays à l'autre, l'écart est parfois saisissant. Le Togo totalise une moyenne de 8,58 devant l'Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana, la Namibie et la Côte d'Ivoire. La plateforme republicoftogo.com, qui se veut singulière, audacieuse dans ses choix, occupe le premier rang. C'est un honneur pour le pays et un grand défi pour les administrateurs de ce site qui doivent maintenir le cap. C'est également une satisfaction pour les autorités togolaises qui, dès 1997, avaient pris le virage numérique et très tôt avaient compris l'intérêt que pouvait représenter l'Internet comme source d'information planétaire, une démarche qui montre sa pertinence aujourd'hui. Le dossier Ebola à présent. Depuis l'apparition des premiers cas en Guinée, eh bien, le virus ne cesse de se propager. 1350 personnes en sont déjà mortes dans la sous-région ouest-africaine, d'où une vaste campagne de sensibilisation dans tous les pays. Idem pour le Togo, une mission d'information va sillonner, vous rappelez, tout le pays. Le gouvernement partout continue d'ailleurs d'insister sur les mesures de prévention. Quel effet sur de cette campagne sur la population? Constat à Kara ce soir avec Nestor Bouzou et notre bureau à Kara. Très vite, après l'apparition des premiers cas de la maladie dans les pays touchés, le gouvernement togolais a fait de la sensibilisation le moyen pour éviter son entrée sur le territoire togolais. Depuis, des campagnes se sont multipliées, appuyées par les médias. À Kara, dans les rues, dans les gares routières, au marché, les discussions tournent autour du virus Ebola, signe que le message par rapport à la maladie passe. Nous savons que cette maladie se manifeste par des saignements sur certaines parties du corps, du sang dans le crachat, les selles et l'urine. On nous a dit de ne pas toucher quelqu'un qui se trouverait dans cet état et d'appeler les services de santé. On
On parle de ça à la télévision et à la radio. J'ai entendu parler d'Ebola presque sur tous les médias. C'est ça qui est d'actualité comme virus maintenant dans le monde entier, puisque il y a beaucoup de personnes qui sont contaminées dans des pays comme la Sierra Leone, le Libéria, le Nigeria, etc. Au sujet des mesures préventives, beaucoup savent à quoi s'en tenir. Le gouvernement togolais plutôt nous a dit d'être propre, de laver bien les mains avec le savon. Il nous a dit de nous laver les mains avec la cendre plutôt, et le savon. Entre-temps, il y avait les gens qui disaient que se laver avec le sel qu'on sort. Après tout, on a appris que c'était faux. Nous pouvons consommer la viande de bœuf, de pintade et de poulet, mais il nous est interdit de toucher aux viandes sauvages. En 7 mois, la fièvre hémorragique à virus Ebola a déjà fait près de 1400 morts. Même si des lueurs d'espoir apparaissent avec les premiers succès du sérum expérimental, la meilleure manière d'éviter la maladie reste le respect des mesures préventives. Et dans certaines entreprises, de la place des dispositions sanitaires font désormais partie du quotidien. Personnel et clients sont systématiquement soumis, on va le dire, à une cure de désinfection. Comme quoi il vaut mieux prévenir que guérir. L'exemple ici, vous allez le voir, à l'Agence nationale de gestion de l'environnement, ANGE. C'est le préalable avant même de serrer la main d'un collègue. En toilette, on va voir Rachel Aokou. La fièvre hémorragique à virus Ebola et les mesures de prévention pour l'éviter sont au cœur des débats et chacun tente de s'approprier les dispositions préventives. À l'Agence nationale pour la gestion de l'environnement ANGE, une structure étatique, des dispositions de désinfectants y sont installées. Ici, après salutation ou contact avec une tierce personne, le geste devient automatique. On se désinfecte les mains. Toute personne qui franchit les portes de ce service est invitée par un message inscrit au-dessus du dispositif à un petit exercice de lavage des mains. C'est une très bonne initiative. Ça nous permet d'éviter les microbes, surtout en ce moment où le virus Ebola est en train de faire rage un peu partout en Afrique de l'Ouest. Nous avons jugé bon de mettre en place un dispositif pour sécuriser nos clients, puisque à l'agence ici, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de clients qui passent. Il est normal que nous mettons en place ce dispositif pour préserver éventuellement toute infection. Donc c'est suite à la sensibilisation du gouvernement que nous avons pris ces dispositions. Nous avons distribué des petits flacons de liquide de désinfection à tous nos fonctionnaires, à tous les agents de l'agence qui peuvent utiliser en dehors de l'agence. Un geste simple, mais qui peut sauver. Les consignes sont claires et pour la prévention du virus Ebola, l'ANGE s'assure que ces désinfectants ne manquent. C'est un désinfectant qui est très puissant, vous voyez ici. Ça tue 99,99% des germes, le tout germe qui est sous les mains. Donc on peut le remplacer lorsque le liquide finit. Ouais. Donc on peut le remplacer. Tel que disposé ici, ça peut faire au moins 2 à 3 mois. Bien que le gouvernement s'active sur tous les plans pour éviter que le virus Ebola n'arrive au Togo, il revient à tous les acteurs de mettre du sien pour une lutte collective et individuelle contre ce fléau. Au Libéria, rudement touché, vous le savez, par la maladie, un quartier entier avait été mis en quarantaine, quadrillé par les forces de sécurité. Le quartier West Point, qui a bénéficié ce vendredi de ses premières distributions de vivres. Les prix avaient flambé depuis que le quartier avait été bouclé, d'où l'effervescence observée, vous allez le voir, autour de la distribution de ces vivres. Des vivres, d'accord, mais la liberté surtout réclamée par les résidents. Regardez. Sous haute surveillance de l'armée libérienne, des tonnes de vivres sont distribuées aux habitants de West Point.
Principalement de l'eau, de l'huile et du riz, dont les prix explosent depuis la mise en quarantaine du quartier. Le prix d'un paquet de riz est actuellement de 40 $ libériens. Quand on lui donne du riz, on est content. On veut juste être libre, qu'il rouvre les routes pour qu'on puisse trouver à manger. Les habitants disent ne pas avoir été prévenus de la mise en quarantaine de West Point. Ils n'ont pas fait de provisions et ne peuvent plus ni se rendre au travail ni au marché. De leur côté, les autorités assurent qu'isoler ce quartier gravement touché par Ebola était une mesure nécessaire. Le gouvernement aime son peuple et veut que son peuple soit content et en bonne santé. Il veut aussi lui dire que cette maladie est grave. La veille, des incidents ont éclaté quand un membre du gouvernement est venu chercher sa famille pour la sortir de West Point. Des habitants ont tenté de franchir à leur tour les barbelés, mais la police les en a empêchés. Jeudi soir, l'émissaire de l'ONU, le docteur David Nabarro, est arrivé au Libéria. Première étape d'une tournée dans les 4 pays, dépassée par l'ampleur de l'épidémie. Et après donc le Libéria, le coordonnateur de l'ONU se rendra en Sierra Leone, en Guinée et au Nigeria. Et notez également que le Sénégal a décidé de fermer ses frontières avec la Guinée. Idem pour l'Afrique du Sud qui a fermé ses frontières aux voyageurs venant du Libéria et de la Sierra Leone. Et puis on a appris ce vendredi que 13 personnes sont mortes en République démocratique du Congo, dans le nord-ouest du pays. Elles sont décédées d'une fièvre hémorragique d'origine indéterminée. Pour l'instant, les autorités ne parlent pas d'Ebola, mais il est bien sûr impossible de ne pas penser au virus Ebola. Des analyses sont en cours, les résultats seront connus dans quelques jours. Et à noter toutefois cet espoir face au virus, la guérison des 2 missionnaires américains qui avaient été infectés par le virus Ebola lors de leur séjour au Libéria. Ils ont été soignés grâce à un traitement expérimental jamais testé auparavant sur les humains. Le sérum Zénab, source d'espoir dont il est toujours néanmoins difficile d'évaluer le rôle dans la guérison des 2 médecins. Ce sérum avait été sans effet, vous vous rappelez, sur un prêtre espagnol de 75 ans décédé le 12 août dernier. Sont les personnes donc qui sont, je vous rappelle que 1350 personnes sont déjà mortes dans la sous-région donc de ce virus Ebola. Ebola, question donc autour d'un traitement, la guérison donc de 2 médecins américains qui suscite donc autant d'interrogations. Traitement expérimental, ce traitement est-il fiable? Peut-il être généralisé? C'est la question du jour. Voici les éléments de réponse. Ému et visiblement en bonne santé. Le docteur américain Ken Brantley et sa collègue ont pu quitter l'hôpital. Tous 2 avaient reçu un sérum jamais testé sur l'être humain. Mais sont-ils vraiment guéris? Ils avaient une infection virale avec des complications d'organes, comme on voit chez tous les patients atteints aujourd'hui d'Ebola. Ils ont surmonté ces complications. Leur système immunitaire a pris le contrôle du virus, donc ce sont des patients guéris. En revanche, le prêtre espagnol qui avait reçu le même traitement est décédé. Que peut-on en conclure? D'après ce que l'on sait, ce patient espagnol souffrait par ailleurs d'autres problèmes de santé graves qui l'affaiblissait, et le fait que le traitement n'ait pas suffi à endiguer les défaillances d'organes ne signifie pas qu'il ne sera pas efficace chez d'autres personnes. Baptisé ZMAP et développé par un laboratoire privé, ce sérum est un anticorps qui bloque le virus Ebola. Il n'avait été expérimenté jusque-là que sur le singe. Peut-on généraliser ce traitement à tous les malades? Pas pour l'instant, car on manque de preuves scientifiques sur l'efficacité et la tolérance du médicament. Autre raison, les conditions matérielles insuffisantes pour distribuer le traitement dans les pays touchés. L'épidémie ne cesse de gagner du terrain. 2 nouveaux cas d'Ebola ont été diagnostiqués aujourd'hui au Nigeria. Alors pourra-t-on éradiquer l'épidémie? Non, car le virus se transmet à l'homme par les animaux, vraisemblablement les chauves-souris. Selon un dernier bilan, l'épidémie qui sévit depuis 6 mois en Afrique de l'Ouest a fait au moins 1350 morts. Retour ce nouveau Togo où le corps judiciaire est désormais déterminé à faire accélérer le traitement des dossiers, et une application informatisée des chaînes judiciaires devrait aider à la tâche. Elle est en cours d'étude, vulgarisée déjà auprès des principaux acteurs. L'étape de Cara dans cette campagne d'information, Nestor Moujou et notre bureau sur place. Du 8 au 11 juillet s'est tenu à Lomé un atelier sur la mise en place de l'application informatique des chaînes judiciaires. L'une des recommandations de cette rencontre est l'envoi d'une mission d'évaluation des besoins et d'information des acteurs de la justice et des justiciables à l'intérieur du pays sur le processus et les résultats attendus.
La mission est à l'œuvre depuis le 5 août. À Kara, comme dans d'autres localités, l'exercice a consisté à présenter notamment les avantages qu'offre l'informatisation des chaînes judiciaires. Avec l'application informatique, il y a certaines dispositions, certaines procédures qui sont préconfigurées, des trames qui sont préconfigurées et ça va vite. Le second avantage, ça permet d'apprécier la performance des magistrats et des juridictions. Le troisième avantage, ça permet au justiciable de faire le suivi de son dossier. Le quatrième avantage, vous vous rendez compte, lorsque les rapports des défenseurs des droits de l'homme estiment que la surpopulation carcérale est due en grande partie à des détentions hors des délais légaux. Avec une gestion maîtrisée, ça, on peut résoudre un sortie, on peut désengorger nos prisons. Aujourd'hui, la vision du gouvernement est de faire du Togo un pays émergent d'ici à 2030. Pour l'atteinte de cet objectif, la modernisation de la justice constitue une composante majeure. L'investisseur se pose une question. Je viens investir mon argent dans un État. Je suis un étranger, mais j'investis, je fais des affaires avec des gens. Ça voudrait dire que j'ai des intérêts qui sont en face d'autres intérêts divergents. Et il y a risque de conflit. Dans un État, quand il y a risque de conflit, il y a conflit, c'est la justice qui doit rendre des décisions. Et pour lui, ce qui est important, c'est la justice. Le processus d'informatisation des chaînes judiciaires a un écho favorable auprès des acteurs de la justice au niveau de la région de la Kara. C'est des experts qui ont fait une certaine expérience, qui ont su qu'ils ont été à l'extérieur. Il y a des pays pionniers, par exemple le Sénégal, le Bénin, et qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en terrain inconnu. Je crois que c'est une bonne chose pour nous. Le vrai souci, c'est d'abord les lenteurs, la lourdeur dans nos dossiers. Et souvent, nous sommes décriés. C'est la corruption, la justice, c'est la corruption ici et là. Ouais. Il fallait mettre fin à tout cela. Et l'informatisation est, nous croyons bien, la solution à ce problème. Concernant d'éventuelles fuites qui pourraient survenir, la mission rassure que des mesures de sécurité exceptionnelles seront mises en place pour préserver le secret de la procédure et de l'information judiciaire. Et un corps judiciaire qui s'agrandit, tous, vous le verrez, en noir dans leur toge et coiffés de leur toque. 10 nouveaux greffiers ont fait ce vendredi leur grande entrée dans le corps judiciaire. C'était ce matin lors d'une cérémonie de prestation de serment au tribunal de Lomé, un serment qui leur dicte le devoir à accomplir. Le compte rendu Eric Janipo, Komo Boyode. Sortis du centre de formation des professions de justice, ces récipiendaires au nombre de 10, après 2 ans de formation, regagnent le corps judiciaire togolais. Ils vont servir en tant qu'administrateurs de greffe, collaborateurs immédiats des magistrats. Une mission difficile et délicate qui exige un serment. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Ils ont désormais en charge de décrire les actes du juge, donc la mémoire active de la juridiction du magistrat. Ces nouveaux greffiers se disent fiers de la mission qui leur est confiée. C'est un sentiment de joie qui nous anime parce que c'est une consécration dans nos nouvelles fonctions. Mais au-delà de ce sentiment, nous savons que tous les yeux sont rivés vers nous et nous pensons qu'avec l'aide de Dieu et de tous les aînés, les collègues, nous allons relever tous les défis qui se présenteront à nous. Un message d'une brillante carrière que je les souhaite. Brillante carrière, elle se fonde sur des vertus cardinales d'un homme ordinaire et vertus d'un homme auxiliaire de justice. Rendre justice, ce n'est pas facile. Ils pourront ainsi apporter leur contribution à la réalisation des objectifs de la politique de modernisation de la justice entreprise par les autorités togolaises depuis quelques années. Il est 20h24 minutes. Dans le reste de l'actualité, les vacances en ce moment pour élèves et étudiants. Les vacances bien sûr, la rentrée aussi, on y pense déjà, même si demain n'est pas encore la veille, surtout pour les nouveaux bacheliers partagés entre les différentes filières à choisir à l'université et dans les instituts de la place. Quelle filière choisir donc? Une question qui renvoie à l'orientation. Comment se fait-elle justement cette orientation dans les instituts privés? C'est la grande question. Des éléments de réponse, Medina Batcha Salabi. Quelle étude pour quelle perspective professionnelle?
Choisir une filière en fonction de ses intérêts, son parcours scolaire antérieur et de sa personnalité n'est pas chose aisée pour les jeunes étudiants en mal d'orientation. Pour répondre à ces besoins importants d'orientation, certains établissements privés d'enseignement supérieur aident leurs étudiants à faire le point des potentialités et l'analyse des ambitions. La série faite, la filière désirée, les matières principales et alors les débouchés. Et donc, à partir de ces éléments-là, l'étudiant qui arrive, qui a son bac, se retrouve facilement et alors fait son choix. Comme ces jeunes bachelières au centre de formation et d'orientation professionnelle, certains élèves arrivent avec des ambitions bien définies, mais il leur faut aussi une orientation pour une meilleure adéquation de la formation à l'emploi. J'allais faire la comptabilité, mais d'après les conseils, je préfère faire l'assistant de gestion PME, PMI. Je suis venue, on m'a dit avec la série G2, je pourrais faire la comptabilité et la gestion des entreprises, mais j'ai choisi de faire la gestion des entreprises. Au CIFOP, l'orientation des élèves est un processus qui débute par la sensibilisation dans les collèges et lycées jusqu'à l'enseignement supérieur avec des conseillers en orientation. Nous commençons par la sensibilisation et l'information dans les collèges et lycées. Nous sillonnons les lycées et collèges de la capitale et même de l'intérieur du pays pour informer les élèves des classes d'examen, 3e et terminale, sur le cursus scolaire élaboré par l'État togolais. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous les prenons maintenant à partir de la fin de leur formation, c'est-à-dire le métier qu'ils veulent exercer après leur formation. Donc si nous les prenons par là, nous essayons de déterminer d'abord les métiers qu'ils veulent exercer après leur formation et nous venons maintenant au niveau pédagogique pour les orienter. Orienter les élèves n'est pas sans difficulté quand on sait que les parents ont leur mot à dire. Il y a certains parents aussi qui imposent des formations à leurs enfants. Ceux-là, nous n'hésitons pas à inviter ces parents à discuter avec eux. Les méthodes d'orientation sont très diverses, mais elles reposent avant tout sur la liberté de choix de l'élève, son vouloir et son pouvoir pour une meilleure insertion socio-professionnelle, étant donné la complexité croissante du monde du travail. On en vient maintenant à cette journée d'hommage. Nous l'annoncions en titre hommage aux victimes de la Grande Guerre à Wahala. La localité avait été théâtre de violents affrontements. Les combats avaient opposé les Alliés à l'Allemagne au bout des pertes lourdes pour l'Allemagne qui a rendu hommage à la bravoure de ces hommes tombés sur le champ de la bataille à Wahala. Et Soham, écoutez-vous. Nous sommes à Accra, Wahala, 120 km de Lomé. C'est ici que la Grande-Bretagne a perdu son premier officier, le lieutenant George Masterman Thompson, le 22 août 1914 lors de la Première Guerre mondiale. C'est ici également la première victoire alliée de cette guerre. 100 ans après, la bataille de Kra-Wahala, devoir de mémoire oblige. À l'initiative de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Togo, John Benjamin, le lieutenant George Thompson et tous ceux qui sont tombés à ce champ de bataille ont reçu des hommages. C'est une première et la tristement célèbre bataille de Kra-Wahala, rarement évoquée au plan international, retrouve sa place dans l'histoire de cette guerre. Pour nous, c'est une manifestation très importante. Même en Angleterre, ce n'est pas une fête très connue que le premier tiré et le premier officier britannique tombé dans la guerre sont passés ici au Togo. Et c'est pour ça que pour nous, c'est très important de marquer, commémorer cet événement historique des anciens pays belligérants
le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, qui aujourd'hui sont des meilleurs amis, ont une collaboration concrète tous les jours. Et ça, c'est un bon message de la paix pour tous. L'historique de la bataille de Kra-Wahala a été présenté à l'assistance par l'attaché de défense, le lieutenant-colonel Ben Richard. Le cérémonial a été également marqué par une prière dite par l'aumônier militaire protestant des forces armées togolaises, Adjoga Sébastien. Ils ont prié ensemble pour le repos des âmes des disparus et pour plus de paix dans le monde. L'Allemagne et la Grande-Bretagne qui rendent donc hommage à leurs officiers, à leurs hommes tombés donc sur le champ de bataille. De l'art du vernissage pour refermer cette édition. Et c'est l'ingéniosité, la créativité, les couleurs de l'Andouja qui sont appréciées ici dans cette exposition. L'artiste est congolais mais son art séduit au-delà des frontières. Augustin Kossi, Esther Laclé. Contre-courant, une collection de 17 tableaux exposés ici à Google Gallery. Œuvre de l'artiste plasticien congolais L'Andouja. Les toiles font allusion aux techniques non conventionnelles en fustigeant les codes académiques. Des tableaux aux 1000 couleurs réalisés avec des matériaux différents, huile à moteur, vinyle ou encore de la colle. Ici, c'est une véritable soirée d'échange culturel où le charme et la créativité de l'artiste n'ont laissé personne indifférent. J'ai découvert beaucoup de choses. Par exemple, nous, on pensait uniquement que c'est en jouant avec la peinture qu'on est en train de peindre. Or, lui, il a fait des collages, un truc nouveau que je n'ai jamais vu sur le terrain. Les créations sont assez originales dans le sens où il utilise des matériaux qui sont vraiment originaux. C'est pas des matériaux qu'on est habitué à voir sur des peintures et donc ça c'est très intéressant, surtout qu'en plus c'est un artiste vraiment engagé. Chaque tableau exprime une technique, une autre vision de l'art contemporain. Dans l'œuvre, j'essaie un peu de résumer d'essayer de dénoncer la manipulation de la masse qu'aujourd'hui la société est victime. Vous voyez, tout ce qui l'entoure là, ce sont des œuvres que j'ai essayé de tirer sur le textile, que j'ai essayé de donner une seconde vie. Les œuvres de l'Andouja sont non seulement la combinaison des couleurs, des techniques dans la diversité de l'effet visuel, mais un engagement dans la protection de l'environnement. C'est encore une nouvelle gestion des objets de récupération. Et c'est tout en couleur que se referme cette édition. On se quitte sur les images de ces villages de Lavé, Yopé, Edji et Ando Kotame qui nous reçoivent grâce à la lumière électrique. Désormais, le courant électrique disponible sur place. Les installations ont été inaugurées ce vendredi avec le projet d'électrification rurale, d'où cette effervescence dans ces villages. Le programme, ce soir, tout à l'heure, juste après ce journal, vous suivrez les prévisions météo. Ce soir, c'est avec Rachel Aokou à 20h45. Vous suivrez le magazine Au cœur de la nation avec Franck Micité, le port autonome de Lomé, ses défis, ses perspectives. Un débat qui intervient dans la foulée des manifestations commémoratives du 20e anniversaire de l'Alliance pour la promotion du port de Lomé A2PL. Et puis, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez à Nantes ce soir en France sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.